Je ne vous dirai pas ce qui a été relevé en enfant, que d'expérience. Mais je vous amène à parler d'un thème plus sérieux. C'est l'entrepreneuriat jeune et entrer au discours du président de la République, son Excellence Paul Biya. Nous l'avons dit en ouverture, le président Paul Biya s'adressera à ses jeunes compatriotes ce soir, 10 février, à partir de 20h. Mais en attendant, nous plantons le décor entrepreneuriat jeune et les discours du chef de l'État. Je vous passe la parole, Ibrahim Maxime Julien. Oui, El Perfecto, c'est une thématique qui est plus que d'actualité parce qu'effectivement, il faille pouvoir s'arrimer ou même choisir, se positionner en tant que jeune en fonction des orientations qui sont données par le numéro 1 de la nation. J'ai eu le privilège, il y a quelques mois de cela, d'échanger avec un ministre conseiller du chef de l'État qui m'a donné toute une masterclass. Il m'a expliqué ce jour-là qu'en réalité, le discours du chef de l'État vaut instruction. Ça veut dire que si le chef de l'État, dans un discours, dit qu'on va renforcer la collaboration ou l'accompagnement dans le secteur agricole, c'est une instruction qu'il vient de donner. Et que ce que les acteurs publics, ses collaborateurs, y compris les jeunes, doivent comprendre, c'est qu'il est en train de dire, écoutez, je vais donner beaucoup de faveurs ici, je vais ouvrir un portail à ce niveau-là. Et donc, la première chose que la jeunesse doit pouvoir comprendre, c'est le fait d'écouter avec la dynamique de réception, d'orientation et d'instruction durant lesquelles il faut pouvoir se déployer. La plupart du temps, les jeunes entrepreneurs ont écouté, bon, le chef de l'État a dit qu'il faut oser, mais il a dit qu'il faut oser dans quoi? Parce qu'aujourd'hui, oui, il y a la SND30, la stratégie nationale de développement 2020-2030, où il y a des secteurs et des filières prioritaires sur lesquels les efforts de l'État sont engagés. Est-ce que c'est dans ces secteurs-là, justement, que les jeunes qui veulent entreprendre se lancent? Ça, c'est une question. Il y a donc, à un niveau de compréhension, une incohérence entre ce qui est pensé au sommet et ce qui est suivi au bas de la chaîne. L'une des choses qu'il faut dire, parfois ici, c'est que ce n'est pas aujourd'hui que le chef de l'État, dans ses discours, que ce soit celui du 31 décembre dernier, ou celui du 6 lorsqu'il prêtait serment, ou ce n'est pas ses premiers discours où il parle d'entrepreneuriat, où il parle du fait que la jeunesse doit entreprendre. Il l'a réalisé depuis fort longtemps que la fonction publique ne veut pas recruter tous ces jeunes-là. Et il a depuis fort longtemps commencé à encourager à l'entrepreneuriat. Sauf qu'il y a beaucoup de jeunes qui confondent l'idée d'entreprendre avec le fait d'entreprendre réellement, si je peux dire ça comme ça. La plupart de nos jeunes parfaits ont des idées. Ils ont de magnifiques idées d'entrepreneuriat. Tout à fait. Sauf que ce n'est pas des idées qui payent. Pour pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut au moins 4 éléments parfois ici. Lesquels? Il te faut identifier un problème. Parce qu'au Cameroun, les gens payent quand ils ont des douleurs. Tant qu'il n'y a pas une douleur ou un problème qui le met à l'aise, il ne paye pas, il dit que non, ça va aller. Si je vais aller, ça va aller, il ne dépense pas. C'est quand la douleur arrive qu'il paye. Les gens payent parce qu'ils ont honte. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on sache que c'est eux qui ont mal fait ceci. Ils demandent, s'il te plaît, tu peux faire ça à ma place. Ils payent pour ça. Les gens payent parce qu'en fait, ils ont besoin de ça pour continuer d'avancer. Et l'entrepreneur jeune est donc celui qui doit comprendre que s'il faut que je me lance dans l'entrepreneuriat, je dois premièrement chercher le problème auquel je vais apporter une solution pratique. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont indexé un problème, ils ont apporté une solution, mais quand les gens ne payent pas, ils pensent que c'est ça le business. Ce n'est pas une bonne idée d'entrepreneuriat. Pour avoir une bonne idée d'entrepreneuriat, il faut avoir un problème, il faut avoir une solution, il faut avoir quelqu'un qui paye pour ça. Si tu as une idée d'entreprise, que tu te rends compte que les gens ne payent pas pour ça, ce n'est pas une bonne idée d'entrepreneuriat. Ça, c'est du rêve. Et troisièmement, quatrièmement, il faut avoir la capacité de livrer le produit ou le service que tu vends. Si ces 4 éléments ne font pas partie de ton ensemble dans la gestion de ta dynamique entrepreneuriale, tu es encore dans le rêve. Tu n'as pas encore commencé à entreprendre. Autre chose que je veux dire, parfait ici, parce que je réfléchissais récemment sur le fait qu'il y a un fort taux de personnes ou de pourcentage d'entreprises qui ferment au bout de 3 ans. Ouais. L'une des choses que je me suis rendu compte, c'est que au-delà même de la pas très bonne disposition mentale, de la mentalité entrepreneuriale dont on parlait la dernière fois, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle le mythe de la règle de 90-30. C'est quoi la règle de 90-30? La règle de 90-30, c'est la règle qui dit qu'en réalité, 90 jours, c'est le minimum de temps pour étudier un marché, pour comprendre un marché, pour faire convaincre, pour faire en sorte qu'un client accepte d'acheter un produit. On a plusieurs entrepreneurs qui essayent 1 mois, 2 mois, 3 mois, 2 mois et demi, il n'y a rien, ils abandonnent. Ils n'ont même pas fait le minimum de temps. La règle 90-30 dit qu'il faut passer au minimum 30 minutes exclusivement en train de vendre.
Parfois, ici, vous connaissez combien d'entrepreneurs qui, lorsqu'ils se lèvent le matin, a calé que les 30 minutes, c'est pour relancer tel client, c'est pour appeler tel client, c'est pour vendre, c'est pour déposer des prospects. Vous en connaissez beaucoup parmi les jeunes entrepreneurs? Non. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas focalisés dans la vente, pourtant ils sont venus pour vendre. La vente, c'est le moteur d'une entreprise, c'est le cœur d'une entreprise. Toutes les entreprises qui ont fermé parce qu'elles n'ont pas suffisamment vendu pour pouvoir continuer à s'occuper de leurs charges. Donc un entrepreneur, c'est d'abord un vendeur. Et ces compétences-là, on doit pouvoir les déployer. Donc, je pense que le chef de l'État veut que les jeunes osent, comme vous l'avez dit à l'entame de cette émission. Il parle de l'agriculture, il parle du numérique, il parle du secteur minier, il parle de tous ces secteurs qu'on retrouve dans ses discours. Mais est-ce que réellement, il y a un capital humain conséquent qui accompagne cette dynamique-là? Et je crois que l'enjeu aujourd'hui, c'est de pouvoir aligner la dynamique énergétique de cette jeunesse avec les orientations qui sont passées ou qui sont donnés par le numéro 1 de la nation. Merci, Ibrahim, pour cette belle prestation. J'ai cru que c'était un avocat en pleine plaidoirie. Bravo. On va passer la parole à une dame qui est justement dans le domaine de l'entrepreneuriat. Elle le disait tout à l'heure, parce que j'ai dit de plus en plus sur Mardi Entrepreneuriat, on prendra également une bonne dose de praticiens et de praticiennes. Alors, au moment où nous parlons de cet entrepreneuriat jeune, avez-vous l'impression, dans le cadre de vos entreprises, que vous faites la part belle à la jeunesse camerounaise? Parfait, je dirais en quelque sorte oui. Tout simplement parce que, à entendre Ibrahim tout à l'heure, peut-être au départ, je n'avais pas compris ça comme ça, mais je viens de me rendre compte en fait que on a une bonne marche sur ses propos tout à l'heure, déjà qu'il est un grand de l'entrepreneuriat. Donc, dans le cadre de nos entreprises, Kudjeketi Holding Sal, qui, j'ai dit à l'entame, fait dans la production des produits laitiers, donc au Sameda Kéré, et aussi le piment Asma, nous avons eu l'initiative avec le promoteur, qui l'a nourri, qui l'a étudié, parce qu'il cherchait à résoudre un problème, comme il a dit tout à l'heure. Nous tous, on a connu la brique où ça existe encore aujourd'hui. Tout à fait. Où nous partions, nous nous asseyons, on prenait un pot de... Pour boire le Kossam. Pour boire le Kossam. Et le 50-50, tout ça. Voilà. Donc, après cette étude, il a pris l'initiative de donner aux Camerounais un Kossam autre. Dans un cadre, dans un packaging autre, en fait. Justement pour résoudre des problèmes d'hygiène, parce que c'était le premier aspect. C'était le premier aspect. Quand on arrive à la brique, c'est vrai, c'est pas pour dénigrer, c'est pas pour dénigrer ce qu'ils font. Déjà que nous tous on a grandi là. Mais aujourd'hui, il faudrait que le Camerounais essaye de vivre le maximum possible dans un endroit un peu sain, parce que le monde évolue avec la pollution et tout. Il faudrait qu'on essaye d'avancer dans ce sens-là pour éviter beaucoup plus de maladies, de choses par-ci par-là. Voilà comment il a pensé. Il faudrait que je donne aux Camerounais un Kossam, mais fait autrement, dans un packaging autre qui respecte les normes d'hygiène de notre côté. C'était ça le début. Donc, et maintenant, les jeunes se retrouvent dans cette forme d'entrepreneuriat chez vous? Oui. Vous recrutez beaucoup de jeunes? Oui. Oui, pour la petite histoire, c'est l'ingénieur même praticien de l'histoire, c'est un jeune, il a à peine 30 ans. À peine 30 ans. Il a à peine 30 ans. C'est lui qui est le cerveau de tout ce qu'on produit. Merci, Madame Déborah Tonien. Passons la parole à Monsieur Minkeng, qui est également un jeune sur ce plateau. Et vous l'a dit en ouverture, il est auditeur financier. Cela signifie qu'il fait beaucoup plus dans le contrôle, comme il expliquait tout à l'heure, en entreprise au niveau de l'aspect financier. Alors, lorsque vous avez écouté, vous, Monsieur Minkeng, régulièrement les discours du chef d'État adressés à la nation, et surtout à ces jeunes compatriotes que vous êtes, avez-vous eu l'impression que le chef de l'État est un homme qui veut booster sa jeunesse dans le domaine de l'entrepreneuriat? Monsieur Parfait, ici, permettez-moi de déployer également, en dehors de ma casquette d'auditeur financier de formation, Oui. je suis également co-dirigeant d'une entreprise de mannequinat, Catwalk Agency. Ah, formidable. Qui organise sa sortie officielle tout à l'heure à partir de 14 h au niveau du club Hippique Bastos. Et je vous invite à y participer sous le haut patronage du ministère des Arts et de la Culture. D'accord.
Merci. Eh bien, concernant le discours du chef de l'État, je dois vous dire, je suis un jeune et j'ai une dame en face de moi. Tout à fait. Le chef de l'État a décidé de placer son septennat sous le régime de la promotion Des femmes et des jeunes. Et nous avons observé le déploiement dans un cadre précis du financement des projets jeunes. En réalité, c'est une initiative qui nous booste, mais nous aimerons qu'elle entre véritablement en pratique. Parce que c'est véritablement la partie la plus compliquée. Parce que c'est bien, le chef de l'État a donné ses consignes, et nous, à notre niveau, nous espérons voir implémenter toutes ces consignes. Quelqu'un disait que lorsque le président de la République s'adresse à la nation, ses paroles en ce moment précis ont valeur d'instruction. Très exactement. Et ça, c'est le principe. Et justement, nous aimerons que cela se manifeste Sur le terrain. sur le terrain. Vous pensez qu'il y a quelques blocages? En réalité, étant donné que je suis du domaine financier, il faut avouer que la situation fiscale des entrepreneurs n'est pas du tout facile. Trop d'impôts? Oh là là, oh là là. Trop d'impôts tue l'impôt. Tue l'impôt. Nous faisons face à ces problèmes et tout comme beaucoup de personnes l'ont souligné, nous aimerons aussi avoir plus de facilité fiscale. Surtout à notre niveau, on a remarqué que en général, dans l'entrepreneuriat, tous les projets meurent durant les 3 premières années. Comme le disait Ibrahim. Ah oui. Vous aurez beau avoir toute la fougue, l'enthousiasme, l'agnac qui va avec, vous allez passer par beaucoup de difficultés durant les 3 premières années. Et finalement, vous allez fermer. Et finalement, vous allez fermer. Et c'est dommage. Pourtant, il y a des entrepreneurs, il y a des jeunes entrepreneurs, comme moi, comme d'autres, qui ont l'envie de prospérer, mais les conditions ne sont pas aussi favorables. Donc nous aimerons que, comme vous l'avez si bien dit, les recommandations du chef de l'État soient mises sur pied, telles des instructions fermes. Donc c'est un appel que vous lancez à l'endroit de l'ordre gouvernant. Merci. Prosper Penda, entrepreneuriat jeune et les discours du chef de l'État. À votre avis, y a-t-il un lien étroit? Parfait. Je reprendrai à mon compte la déclaration d'Ibrahim tout à l'heure, qui vise à dire et à faire comprendre que dans le discours du chef de l'État, un certain type de déclarations sont des instructions. Tout à fait. En temps normal, chaque chef de département ministériel, lorsqu'il suit ce discours, quelles que soient les circonstances, devrait avoir un calepin. Tout à fait. Pour noter. Son bic pour relever le pan d'activité sur lequel le chef de l'État s'est appesanti et transformer ces instructions en action. La difficulté majeure, il a soulevé le problème des impôts qui tuent les jeunes. Ces problèmes auraient pu être adressés il y a au moins 5 ans ou 10 ans dans le cadre des concertations qui devraient se tenir immédiatement après les déclarations du chef de l'État, à l'initiative pour le cas des impôts, par exemple, du ministre des Finances. Parce qu'il est confronté, je prends le cas par exemple du ministère des Finances, à des exigences des partenaires financiers qui imposent à la limite un ensemble de contraintes auxquelles doit souscrire l'État ou le gouvernement pour pouvoir espérer recevoir des financements qui adresseraient des problématiques plus globalisantes. Je préfère le dire comme ça. À la vérité, je prends le cas du ministre des Finances pour le cas des impôts. Le premier axe de travail aujourd'hui du Fonds monétaire qui a fait un tour chez nous ici, c'est l'élargissement de l'assiette Fiscale. Le ministre ne va pas inventer l'assiette fiscale à élargir. Il va sûrement aller chercher là où l'entreprise est en train de se créer. Comment adressons-nous donc de manière holistique cette préoccupation qui est à la limite, qui est simplement systémique? Il faut que les uns et les autres
consente à s'asseoir, à voir où est-ce que nous pouvons orienter ou réorienter nos activités économiques de manière à permettre à ce que les jeunes qui entreprennent soufflent un peu. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Toutes les études ont démontré que les entreprises à peine créées ont maximum 3 ans pour survivre. Le ratio d'entreprises qui atteint leur maturité, c'est pratiquement 10 à 15%. Il y a donc un problème. Nous avons comme l'impression qu'il y a une sorte d'apathie collective qui ne donne plus le moyen à ceux qui ont le pouvoir, les intermédiaires entre nous, les jeunes d'en bas et le sommet, à transformer ces instructions en actions concrètes. Qu'est-ce qui manque à notre pays pour décoller véritablement? Le président avait déjà posé cette question dans un de ses Qu'est-ce qui nous manque? Comment des pays de dotation inférieure à notre pays, je dis bien de dotation en tout, ressources humaines, ressources matérielles, ressources naturelles, d'école, je voudrais même dire tridécole, et nous marquons, si ce n'est pas le pas en arrière, c'est le pas sur place. Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que les ressources humaines se sont posées à elles-mêmes la vraie question? Est-ce que ce que nous faisons est juste? Moi, je crois qu'il y a un problème véritable d'hommes ou de casting d'hommes à régler et poser des vrais problèmes sur la table, que ensemble nous adressions ces problèmes sans chercher à vouloir accuser X ou Y. Je vous ai pris simplement le cas que vous avez évoqué au niveau des impôts. Que fera monsieur le ministre des Finances lorsque le FMI arrive dans 2 jours? Il lui a dit, monsieur, si vous voulez tel décaissement pour payer les dettes, monsieur, élargissez l'assiette fiscale. Il faut bien lui montrer que le nombre de contribuables est passé de 10 à 20. Donc, nous sommes dans un imbroglio de quel on peut sortir, hein, s'il y a un peu de volonté. Mais comme chacun est dans son compartiment, personne ne veut lâcher du lest. C'est le mapartisme. À la limite, plus que le mapartisme, c'est de l'égocentrisme dangereux et méchant. Qu'est-ce qui nous manque pour qu'ensemble les ministres se mettent, les ministres qui adressent ces préoccupations se mettent ensemble, posent les vrais problèmes et ils ne trouveraient pas de solution. Ce n'est pas le génie qui manque au Cameroun. Très bien. Alain Douk, au moment où nous parlons de cet entrepreneuriat jeune ayant trait au discours présidentiel, est-ce que nous n'allons pas nous poser une autre préoccupation? Qu'est-ce qui fait problème? C'est le casting des hommes ou bien c'est la rigueur dans le travail? Tout le monde sur ce plateau et à la maison ou dans les différents endroits où on nous écoute souffrira que j'ai un propos qui, lui, s'oriente structurellement. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat, la problématique qui est le corollaire ou connexe, c'est celle de l'emploi, tout simplement. Tout à fait. Donc, on ne va pas être focalisé seulement sur l'entrepreneuriat. Il faut résoudre un problème structurel. Bien sûr. D'ordre économique de façon générale. Alors, j'ai relu le discours du chef de l'État de la dernière édition de la fête de la jeunesse. 2025. Je fais le constat. Entre les discours, on doit donner l'opportunité au chef de l'État, ça ce sont ses conseillers, ses collaborateurs, de s'auto-évaluer entre 2 discours. Parce que ça manque. Ça manque. S'auto-évaluer. J'ai dit ceci la dernière fois. Été fait? Voilà ce qui a été fait. Voilà où nous en sommes. Très bien. Dans le discours de 2025, le chef de l'État adresse certes la problématique de l'entrepreneuriat, puisqu'il dit, écoutez les amis, je vous encourage à l'auto-emploi, parce que l'État et puis le secteur privé ne peut pas recruter tout le monde. Dans le même discours, le chef de l'État parle de 12 000 emplois. Moi, j'aurais aimé que lorsqu'on parle de ces chiffres, qu'on nous dise exactement où on en était, par rapport à la problématique de l'emploi, quel est le taux de croissance donc dans la problématique de résorption De l'emploi. du chômage. C'est ça qui intéresse. Maintenant, les projets, il y a un projet là, on ne les évalue jamais. On ne les évalue jamais entre 2 discours. Il y a un projet là dans le discours de 2025 parfait. C'est le projet d'appui au développement des enseignements secondaires et des compétences en vue de la croissance et de l'emploi. Vous n'allez jamais me voir un papier qui sera produit là par les départements sectoriels ou par le chef de l'État lui-même quand il reviendra pour nous dire où on en est.
C'est-à-dire que le projet que tu as annoncé lors du dernier discours, où est-ce qu'on en est exactement? Ouais, Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, c'est-à-dire la propension de réalisation du projet, sa propension de succès. La plupart du temps, c'est ça le problème. On ne revient pas pour dire voilà ce qui a été fait. Maintenant, les projets financés, parce que là aussi ça revient. Le chef de l'État de temps à autre vous dit il y a tel projet triennal, jeune, voilà ce qu'on va, on va injecter comme argent. 103 milliards. Parfait, ce qui est intéressant, je ne sais pas si je fais peut-être de l'ironie, c'est que l'argent parfois, de bonne foi, que le chef de l'État était disposé à injecter sectoriellement pour résoudre des problématiques autour de la création d'entreprises, financement de projets jeunes, n'arrive pas forcément aux jeunes. On a des gens qui sont des fonctionnaires, parce que c'est ça, cette bureaucratie-là qui nous tue parfait, qui vont identifier leur en parallèle créer des projets pour que ce soit eux qui bénéficient de l'argent en question et l'argent est détourné et l'argent n'atteint pas la cible qui sont les jeunes. Vous dites ça avec trop de circonlocution. Il faut le dire clairement. L'argent est volé. Tu vois comment l'argent est détourné. L'argent est détourné. Parfait. Laissons la problématique en question autour de ce type d'emploi. Allons même dans l'emploi étatique. Pourquoi le chef de l'État a d'abord laissé même qu'on suspende les recrutements, les concours à l'école normale pendant quelques années avant de reprendre maintenant? Parce que les indicateurs de l'UNESCO montrent que dans le ratio, nombre d'apprenants, nombre d'enseignants, ce n'est pas ça chez nous. On les recrute même déjà d'abord. Non, on a dit qu'on reprenait cette année, 2025-2026. Donc ceux qui vont sortir de l'ENS seront recrutés directement à la fonction publique? Bon, oui, pour 2500 d'entre eux, ceux qui seront Est-ce qu'on a d'abord pris ceux qui sont sortis? Bon, ils disent quand même qu'ils vont prendre 1000 pour les auditeurs. Ils ne sont pas 1000. Non, ils ne sont pas 1000, bien sûr, pas fait, ils ne sont pas... Et les autres, qu'est-ce qu'on fera? Ils vont aller au Canada. Le recrutement progressif. Bon, il y a un autre problème. Il y a un autre problème parfait, la problématique de l'admission en thèse. Vous voyez que le chef de l'État aussi est revenu là-dessus pour ouvrir un tout petit peu les vannes. On a d'abord arrêté pourquoi? Bonne question, donc tu m'as précédé, on a arrêté pourquoi et maintenant pourquoi on filtre de telle sorte que des informations qu'on a, on ne va admettre que 5 par faculté. Incroyable. Et là, quand on voit la masse. La masse que vous connaissez, des Camerounais étudient beaucoup ces derniers temps, sont intelligents, c'est un problème. Quand on les affecte, quand ils sortent même de ces écoles-là, notamment l'école normale, parfait. On prend un gars d'ici, du sud par exemple, Moyomo Sala, quand il sort, ça c'est son arrondissement d'origine, qui est d'ailleurs l'arrondissement du chef de l'État, il finit d'être formé à l'UNS ici à Yaoundé, on l'envoie de l'autre côté. Et il n'a pas de salaire. À l'extrême nord, à la lisière avec le Tchad, il n'a pas de salaire. Il n'a pas de salaire. Pendant 2 ans, il trime. Il fait comment? Parfois même il a une fiancée ici, peut-être même il a commencé à procréer. Une misère là-bas. On dénature la gloire, le prestige lié au magistère d'enseignants. Vous allez voir des enseignants totalement misérabilisés là-bas dans ce genre de localité-là. On va encore respecter le jeune enseignant qui sera là. Comment? C'est de ça qu'il s'agit. Parfait, les écoles normales là, l'école normale de Marois qu'on a créée. Tout à fait. Bon, on l'a créée pourquoi? Pour que les jeunes se forment. Oui, prioritairement les jeunes du septentrion et qu'ils soient affectés pour satisfaire les besoins justement des institutions scolaires de la région. Il faut le dire, parce que s'il faut prendre des gens qui viennent d'ici, pour les envoyer là-bas sans leur donner les moyens pour qu'ils s'en... Si on cette problématique comme cela, on aura un problème. On n'aura pas de problème parce que ceux de l'ENAM, attends Alain, oui. Ceux de l'ENAM n'ont pas les mêmes problèmes avec l'ENS. Et pas des étudiants qui sortent de l'ENS. Lui, il est de Moyomo Sala. Et après la sortie, on l'envoie à l'extrême nord, à Kolofata. Et il n'a pas de salaire. À Kolofata, là, il ne connaît personne. C'est-à-dire qu'il peut même lui donner un bout de manioc. Oh, si on l'envoie à Ebolova, il est fort possible que... Il s'en sort tout il a même une tante, il a un oncle à côté, il peut aller là-bas faire un peu, aller pour le village, le ndoc, de temps en temps. Parfait, je peux placer un petit mot. Allez-y. À la vérité, c'est une question d'homme. Avant, il y a 20 ans, ces problèmes ne se posaient pas. Ce n'est pas parce que le nombre était grand ou petit. Je crois qu'il y a une sorte de volonté politique, à la limite, de nuire à ces jeunes fonctionnaires, surtout du corps des enseignants. Il y a à la limite une volonté. Tu me rejoins. C'est-à-dire qu'on y arrive, qu'on le dise solennellement ou pas, moi je perce l'abcès. Ce problème peut être adressé. L'État connaît
combien d'enseignants il va recruter? Les services techniques de l'État, de la fonction publique, ont un état de besoin. De manière technique, peuvent dire, dans 2 ans ou dans 1 an l'année prochaine, l'État aura besoin de 100 personnels. Lorsque c'est adressé au ministère de la fonction publique, la provision budgétaire conséquente devrait déjà être pensée et préparée. De manière à ce que lorsque les 100 sont en cours d'affectation, que le process de prise en solde soit automatique. Pourquoi est-ce que les hommes font cela? Ceux de l'ENAM, de l'EMIA, ils n'ont pas ce problème. Parce que leur problème est adressé dès qu'ils entrent à l'ENAM, ils sont des fonctionnaires. Pourquoi on précarise, on misérabilise dans les jeunes Je peux y répondre. Je dis qu'on peut adresser ça. Parce qu'en la vérité, peut-être pour les enseignants, c'est nombreux. Et on ne sait pas a priori qui va réussir ou qui ne va pas réussir. Mais déjà en 3e année... Non. Comment ça? S'il te plaît. Non. On connaît le nombre de places. Non. Quand on a déjà pris 20 places dans une filière à l'école normale, en première année, on sait que c'est 20... Attends d'abord. Et on sait qu'après 3 ans, tu dois sortir, tu dois aller enseigner. Comment 3 ans plus tard, ton salaire n'est pas prêt? Pourquoi tu expliques donc au niveau du gars... Attendez, au niveau du gars de l'EMIA, on connaît aussi le nombre de places qu'on veut pas à l'EMIA, non? Pourquoi, étant même encore parfois là-bas l'EMIA, il a déjà quelque chose? Il est propre. Vous avez semblé la même chose avec les étudiants de l'ENAM. Nous disons tous la même chose. Non, nous disons pas la même chose. Non, il y a un problème. Il y a une volonté politique réelle. En fait, c'est ce que j'étais en train de dire. Qu'il y a une volonté de nuire au corps spécifique des enseignants. Les enseignants vous ont fait quoi? Je ne sais pas, je ne suis pas décideur. Bon, ces jeunes-là, ils ne sont pas, ces anciens-là qui sont jeunes, ils sont des jeunes d'un autre genre. Alain, écoute bien. Je dis bien que les autorités en charge de la prise en solde et le ministère qui donne le nombre d'enseignants posent un problème. Ce problème aurait pu être adressé depuis. Très bien. Pourquoi tout le temps ce retard de salaire? Je dis la même chose que vous. Qu'il faut qu'ils sortent de leur lecture personnelle ou personnalisée qui veut défendre d'abord leur intérêt. Le problème du salaire des enseignants qui se versent en retard est un faux problème. Le ministère des Finances et tous les ministères sectoriels tout à côté peuvent régler ça s'ils le veulent. D'ailleurs, le ministère des enseignements secondaires vous a dit la dernière fois que les dossiers séjournent au ministère des Finances. Est-ce que la priorité dans la gestion des ressources de l'État, les ressources financières s'entend, la priorité est-elle donnée aux enseignants? Merci. Allons